Bien, merci et aux organisateurs de m'avoir invité. Je voudrais juste signaler avant de commencer que beaucoup des résultats, quand ça va être des résultats personnels de notre équipe que je vais présenter, sont issus de la thèse d'Ibrahima Diouf, que je co-encadre avec Barbara Eudes, et que c'est donc une présentation très collective. Alors, pourquoi on s'intéresse aux trajectoires pondérales de la mère avant la grossesse? Donc, quelques mots de contexte. Donc, vous l'avez compris, le contexte très général, c'est celui de la DOAD et de l'importance majeure de la nutrition pour les premières étapes du développement, comme Pascal et Claudine l'ont bien montré. Et donc, dans ces étapes précoces du développement, on peut identifier trois étapes nutritionnelles d'intérêt. Comme nous l'ont déjà bien montré Pascal et Claudine. La première, c'est la période pré-périconceptionnelle. La deuxième, la période placentaire, où la nutrition du fœtus dépend à la fois de la mère, mais avec l'intermédiaire du placenta. Puis ensuite, la période postnatale, où l'alimentation orale se met en place. D'abord lactée, ensuite la diversification. Et donc, le programme de recherche que je développe avec mon équipe, c'est sur le plan épidémiologique de voir comment des variations de la nutrition à ces différentes périodes de la vie peuvent avoir un impact sur la santé et le développement de l'enfant. Alors, on va parler un petit peu plus de cette période dont nous a demandé de parler, qui est la période pré-périconceptionnelle, cette période où l'ovocyte, puis l'œuf, l'embryon sont exposés au milieu nutritionnel et métabolique de la mère avant que le placenta ne soit fonctionnel. Et on a vu qu'en tout cas pour la période périconceptionnelle, c'est une étape importante apparemment pour la déprogrammation, puis la reprogrammation épigénétique. Donc ça semble être une étape sur laquelle il faut se concentrer pour comprendre l'importance de ces mécanismes pour l'homme. Alors, on a déjà vu pas mal de choses chez l'animal. Moi, j'ai essayé de refaire une relecture des publications avant de préparer cet exposé. Et la synthèse que j'en ai faite, c'est que chez l'animal, évidemment, c'est facile d'avoir expérimentalement de modifier la nutrition à des périodes très clés. Donc on peut modifier spécifiquement la nutrition au niveau dans la période, disons, avant et dans les premiers jours de la conception, dans cette période périconceptionnelle. Et on a vu qu'une surnutrition à cette période était capable d'entraîner un développement excessif du tissu adipeux, en particulier en postnatal. Donc je vais revenir sur une des expérimentations qui m'a le plus frappée, mais également la sous-nutrition dans cette même période, donc avant, dans les semaines avant, puis au début dans les premiers jours de la grossesse, est capable aussi, donc apparemment, et en particulier chez le mouton, d'entraîner ce qu'on appelle une programmation de l'axe corticotrope avec une prématurité, donc des grossesses qui se terminent plus vite, et éventuellement plus tard, même des troubles du comportement, des troubles de la tolérance glucidique en postnatal. Et puis aussi, clairement, quand on fait une sous-nutrition très sélective en tout début de grossesse, il semble qu'on modifie, on influence le développement du placenta. On a mis en évidence, suite à ces modifications nutritionnelles très précoces, des modifications de l'expression, de la méthylation de certains gènes. Et puis, comme l'a bien souligné Claudine, les effets chez les mâles et chez la femelle ne semblent pas être toujours identiques. Alors, je voulais revenir sur une de ces expérimentations animales, là, ici chez le rat, qui m'a beaucoup frappée, où on a induit, dans les semaines avant la conception, une obésité, donc une suralimentation ayant entraîné une obésité chez le rat. Puis, juste après la conception, on a remis le groupe de rats qui avait été exposé à la surnutrition et celle qui avait le groupe de gras contrôle à une alimentation absolument identique, donc pendant toute la grossesse. Et vous voyez là l'évolution du poids des rats pendant la grossesse. Elles ont eu exactement la même évolution pondérale pendant la grossesse. Bien sûr, celles qui avaient été suralimentées avant la grossesse, alors c'était une suralimentation un peu forcée de façon à ce qu'elles deviennent vraiment obèses, étaient plus grosses au départ.
Et donc, quand on regarde les conséquences après la naissance, donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que les petits ratons qui naissent ont un poids de naissance identique. Et ensuite, dans cette expérience, après la naissance, on a re-randomisé ces groupes de rats à soit en noir, c'est une exposition à une alimentation contrôle pour les rats, et puis en clair, c'est une exposition à une alimentation riche en graisse. Et ce que l'on voit, c'est que c'est ce que montre la différence entre ces deux courbes. Les ratons nés d'une mère qui avait été suralimentée avant la grossesse ont un développement accéléré de leur poids, deviennent plus gros, et on a pu montrer dans cette expérimentation que c'était bien lié à un excès de tissu adipeux. Et puis ce que l'on voit, c'est que quand on donne en plus une alimentation riche en graisse après la grossesse, on a effectivement cette susceptibilité à la prise de poids qui est encore plus importante. Donc, la question, alors on nous montre beaucoup de choses de manipulation, alors, dont on sait qu'elles sont souvent assez importantes, c'est les manipulations nutritionnelles qui sont faites, assez drastiques. Est-ce que tout ça, ça a une implication pour la situation chez l'homme, et en particulier dans notre situation nutritionnelle contemporaine? Et donc c'est ce que nous, on essaye d'apporter comme réponse, et je vais vous montrer les résultats issus essentiellement d'une cohorte mère-enfant que l'on coordonne dans mon équipe, la cohorte mère-enfant Eden, où on suit depuis maintenant 5 ans des enfants nés entre 2003 et 2006. Donc, la première chose à laquelle nous nous sommes intéressés, c'est les relations, on va faire simple pour commencer, entre l'IMC, donc l'indice de masse corporelle de la mère avant la grossesse, et le poids de naissance de son enfant. Donc, si vous voyez ce que l'on représente ce graphique, c'est qu'on a isolé donc, les mères qui sont maigres, en surpoids ou obèses en fonction de la classification internationale. Et puis, la zone des femmes qui ont une corpulence normale, on l'a séparée en 3 groupes d'effectifs égaux. Et vous voyez qu'il y a effectivement une relation positive, linéaire, entre la corpulence de la mère avant la grossesse et le poids de naissance, avec une différence à peu près de 250 grammes entre les mamans nées des mères les plus maigres, dans la situation actuelle, hein, et les enfants nés des mères les plus obèses. Maintenant, si on regarde un autre paramètre nutritionnel de la mère, c'est qui est sa prise de poids pendant la grossesse, qu'est-ce que l'on observe? Donc là, j'ai remis le graphique que je viens vous présenter pour comparaison. Et voilà ce que l'on observe quand on s'intéresse cette fois-ci à la prise de poids pendant la grossesse. Donc on a divisé les prises de poids maternelles pendant la grossesse en groupes qui correspondent en termes d'effectifs à ces groupes-là pour pouvoir à peu près comparer la forme et l'allure de la courbe. Et vous voyez qu'on a également une relation qui est significative, mais qu'elle semble surtout liée aux prises de poids très faibles ou aux prises de poids très importantes. Les prises de poids que vous voyez ici sont des prises de poids maternelles exclusives, donc mères reposées après l'accouchement, donc hors poids de l'enfant et poids des annexes. Et que la différence ici correspond à peu près à une différence de 150 grammes entre les deux extrêmes que l'on observe dans la situation actuelle. Donc c'était des mamans tout venant, hein, non sélectionnées, accouchant dans 2 maternités en France. Donc une association significative de la prise de poids pendant la grossesse, mais moins marquée que celle de la corpulence avant la grossesse. Donc la question que l'on s'est posée devant ces résultats, c'est est-ce que l'effet plus marqué de la corpulence de la mère avant la grossesse pourrait correspondre à un effet spécifique de cette période pré- et périconceptionnelle, où on pourrait avoir là quelque chose qui influence la trajectoire de croissance fœtale, quel que soit ce qui survient ensuite pendant la grossesse. Pour essayer de répondre à cette question, on a essayé de voir si les trajectoires pondérales de la mère avant sa grossesse, et ce, indépendamment de l'indice de masse corporelle qu'elle a juste avant la grossesse, influence la croissance fœtale. Donc c'est une façon dont on a essayé d'aborder la question avec les données dont on disposait dans notre étude. Et la donnée dont on disposait, c'était le poids rapporté par les mères à 20 ans. Et donc on a calculé le poids rapporté par les mères, la différence entre le poids de 20 ans et le poids juste avant la grossesse. En moyenne, c'est à 29 ans, donc ce n'est pas
c'est du pré-périconceptionnel, on va dire, mais plus du pré que du péri. Et on a isolé les mères qui avaient perdu du poids donc, pendant cette période, et puis les mères qui en avaient pris, en les catégorisant en deux groupes de taille égale, une prise de poids de moins de 500 grammes en moyenne par an et une prise de poids de plus de 500 grammes en moyenne par an. Puis on a essayé de mettre en relation donc, cette variation pondérale avant la grossesse avec le poids de naissance, mais également avec des complications de la grossesse, en regardant l'effet s'il y avait lieu séparément chez les mamans qui étaient en surpoids avant la grossesse ou sans surpoids avant la grossesse, et puis en prenant en compte d'autres variables, hein, comme l'âge maternel, la parité, et bien sûr l'IMC, l'indice de masse corporelle, juste avant la grossesse, pour avoir un effet indépendant de l'état nutritionnel juste avant la grossesse. Et voilà ce que nous avons observé. Donc, nous avons observé que l'effet était significativement différent que la mère soit en surpoids, donc c'est ce graphique-là, ou sans surpoids avant la grossesse. Chez les mères qui étaient sans surpoids avant la grossesse, vous voyez que s'il y avait eu une perte de poids avant la grossesse, enfin les variations pondérales avant la grossesse sont liées positivement au poids de naissance de l'enfant, indépendamment donc du poids qu'elle prenait juste avant la grossesse. Par contre, chez les femmes en surpoids, on n'a pas mis en évidence de relations significatives, mais il faut remarquer que les effectifs sont assez faibles dans ces deux groupes-là. Donc on avait assez peu de mères en surpoids avant la grossesse qui avaient plutôt été en perte de poids dans les années précédant la grossesse. Et il faut certainement, parce que ça c'est une question très importante pour la prise en charge des femmes en surpoids avant la grossesse, il faut certainement des études plus larges comme la nouvelle étude ELF qui démarre actuellement en France pourra pouvoir répondre à cette question. Mais quel que soit le groupe de mères, qu'elles soient en surpoids ou qu'elles ne soient pas en surpoids, ce que l'on a observé de façon très très claire, c'est qu'il y avait un lien entre les variations pondérales de la mère avant la grossesse et la survenue d'un diabète gestationnel. Vous voyez donc cet effet-là sur le risque de diabète gestationnel qui est très significatif, mais également d'une hypertension apparue pendant la grossesse. Donc là, un effet très très clair de ces variations pondérales avant la grossesse. Donc la deuxième étude que nous avons faite pour essayer de débrouiller un peu le rôle de cette période périconceptionnelle sur la croissance de l'enfant et les complications de la grossesse, c'est de nous intéresser particulièrement à la variation de poids maternel en tout début de grossesse. Pour cela, nous avons, Ibrahima surtout, a modélisé la prise de poids au cours de la grossesse des femmes à partir des poids rapportés à chaque consultation médicale. Et on en avait en moyenne 10 par grossesse, donc on a une modélisation très précise. Et ici, je vous la montre. Alors quand j'appuie, à chaque fois, je vais essayer d'utiliser ça. Voilà. Je vous la montre, cette prise de poids chez les femmes qui sont initialement obèses ou en surpoids ou de corpulence normale ou de corpulence maigre. Donc vous voyez cette courbe sigmoïde. Et ce que l'on voit aussi clairement, c'est que les femmes qui sont maigres prennent plus de poids en début de grossesse que les femmes qui sont obèses. Ça, c'est un résultat qui est maintenant bien connu et qui montre bien qu'il y a une relation entre l'état nutritionnel initial et en tout cas la prise de poids à cette période-là. Ce que nous avons fait ensuite, c'est, puisque nous disposions d'une courbe pour chaque femme, nous avons calculé la différence entre le poids à la fin du premier trimestre, donc ici à 14 semaines d'aménorrhée très exactement, et le poids rapporté avant la grossesse. Et cette variation-là, nous avons essayé de voir si elle avait un effet spécifique sur la croissance fœtale. Donc pour faire ça, nous avons utilisé une méthode statistique qui est un peu complexe, qui s'appelle l'analyse des chemins, parce que vous imaginez bien que la corpulence de la mère avant la grossesse, sa prise de poids au premier, puis au deuxième, puis au troisième trimestre, sont toutes très corrélées. Et pour arriver à faire la part de chacune d'entre elles, il faut utiliser des techniques qui permettent de tenir compte de toutes ces corrélations. Et nous, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était donc de voir, une fois qu'on a vraiment spécifié ce modèle-là, est-ce qu'il y a un rôle particulier, indépendamment du fait que quand on prend beaucoup de poids au premier trimestre, on a plus de risque d'en prendre beaucoup au deuxième puis au troisième trimestre. Est-ce qu'il y a un rôle particulier de la variation à ce moment-là de la vie sur le poids de naissance? Et effectivement, on a trouvé une relation qui est significative, pas très importante, mais néanmoins très significative.
liant les variations de poids ici précocement avec le poids de naissance. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que cette variation, cette relation-là s'expliquait totalement par le poids du placenta. C'est-à-dire si on prend en compte quelque chose que l'on prend comme indicateur de la croissance placentaire, on se rend compte que cette relation que nous avions mis en évidence passe entièrement par ce lien avec le poids du placenta qui, lui, est bien sûr très lié au poids de naissance. Donc il y a bien une relation spécifique de la variation de poids à ce premier trimestre. On sait qu'il y a des modalités, il y a des femmes qui ont des vomissements importants au début de trimestre, donc la variation de poids, spécifiquement au premier trimestre, elle peut avoir des causes très spécifiques au premier trimestre. Il semble que ce soit quelque chose d'assez important pour le développement placentaire, et ça c'est tout à fait en concordance avec un certain nombre de modèles animaux que je vous ai signalés au début. Alors, maintenant, est-ce que tout ça, donc on a vu, les modèles animaux suggèrent que peut y avoir des conséquences particulières à long terme de ces variations, alors que nous, on a cette nutrition pré- et périconceptionnelle que nous, on aborde ici, vous l'avez compris, uniquement par les variations pondérales maternelles. Il y aurait bien d'autres choses à étudier dans le cadre de la nutrition spécifique à cette période de la vie. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences à plus long terme chez l'enfant ? Eh bien, pour ce qui est spécifiquement, pour ce qui est de la période préconceptionnelle des variations de poids avant la grossesse, il n'y a absolument aucune étude pour l'instant, mais on espère bien pouvoir fournir des résultats sur ce sujet. Pour ce qui est des variations de poids en tout début de grossesse, je pense que c'est vraiment les épidémiologistes commencent tout juste à essayer de disséquer ces différentes phases de la nutrition pendant la grossesse et de ses conséquences à plus long terme. Donc il y a une publication toute récente de la cohorte danoise, qui est une cohorte très importante, qui prend plusieurs dizaines de milliers d'enfants, où ils ont pu étudier les relations entre l'indice de masse corporelle de l'enfant à 7 ans et différents paramètres de la nutrition maternelle. Donc là, vous avez l'indice de masse corporelle de la mère avant la grossesse, puis la variation de ce poids spécifique du premier, puis du deuxième, puis du troisième trimestre. Et ce que vous voyez, c'est que l'association la plus forte, alors elles ont été transformées, ces variables, de façon à ce que l'on puisse comparer, bien qu'elles aient des unités différentes, pour qu'on puisse comparer les forces d'association sur un même graphique. Et ce que vous voyez, c'est que l'association la plus forte reste avec l'IMC, la corpulence maternelle avant la grossesse, qui a un effet spécifique du gain de poids au premier trimestre et également au deuxième trimestre sur l'indice de masse corporelle de l'enfant à 7 ans. Il est plus faible, qu'il n'y a pas d'effet particulier du gain de poids au troisième trimestre. Puis là, il y avait dans le modèle également le poids de naissance de l'enfant qui lui aussi est associé à sa corpulence à 7 ans. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé, sauf qu'au récent congrès du DOAD, où je suis allée, il y avait juste un abstract d'une autre cohorte, d'une grande cohorte de mères-enfants qui a lieu actuellement à Amsterdam, où cette fois-ci a été étudiée l'existence d'une perte de poids de plus de 5 kg au premier trimestre de la grossesse, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et après ajustement sur l'IMC maternelle avant grossesse, ils ont trouvé que cette perte de poids importante, spécifiquement au premier trimestre de la grossesse, était associée à l'indice de masse corporelle, mais également à la taille de l'enfant à 5 ans. Mais ici, de façon positive, c'est-à-dire plus on avait perdu du poids, plus l'IMC, la taille de l'enfant était grand, alors que dans cette étude-là, l'association était plutôt inverse, puisque plus le gain de poids était important au début de trimestre, plus l'IMC de l'enfant était important à 7 ans. Donc on voit bien qu'on est juste au début d'essayer d'identifier ce qui peut se passer, le potentiel de relations à plus long terme. Je crois que nous, épidémiologistes, on a encore beaucoup de travail, mais on s'y attelle, comme vous le voyez. Alors, si j'essaye de synthétiser ce que l'on a pu voir comme résultat chez l'homme, en tout cas pour ce qui me semble être maintenant bien établi, et puis ce que nous apporte également l'expérimentation animale, je crois que voilà ce qu'on peut dire en tout cas. C'est clair qu'il y a une forte association entre l'indice de masse corporelle avant la grossesse et la croissance fœtale. Que les variations pondérales avant la grossesse, en fait, elles sont un peu associées à la croissance fœtale, mais surtout le résultat qui nous a le plus marqué, c'est qu'elles sont liées à la présence d'un diabète et d'une hypertension gestationnelle. Je vous ai montré nos résultats. Il y a 2 autres grandes études qui montrent des résultats, en tout cas pas pour l'hypertension, mais pour le diabète, qui sont tout à fait concordants.
Et puis quand on regarde des études chez l'animal, on voit qu'il y a des études qui étudient ces mécanismes qui peuvent, enfin des mécanismes qui peuvent nous expliquer ça. Et on montre qu'une sous-nutrition préconceptionnelle empêche le développement de l'insulinorésistance spécifique à la grossesse et par là même entraîne une croissance fœtale ralentie. Et nous, on est là dans on montre effectivement que les femmes qui ont perdu du poids avant la grossesse ont un moindre risque de diabète, donc une moindre l'insulinorésistance étant très liée au développement d'un diabète, une moindre insulinorésistance, donc on peut, enfin en tout cas, lier ces deux types d'observations. Le troisième élément qui me semble bien établi, c'est que la prise de poids maternelle précoce, mais je ne vous l'ai pas montré, mais c'est aussi vrai de l'IMC maternelle avant la grossesse, sont associés au développement placentaire et qu'ils ont un rôle spécifique par l'intermédiaire du développement placentaire. Donc, comme on m'a dit qu'il fallait essayer de voir si les mécanismes épigénétiques pouvaient être en cause dans tout ça, moi j'ai l'impression qu'il y a un mécanisme un peu fondamental qui adapte le potentiel de croissance fœtale à l'état nutritionnel maternel préconceptionnel, à la fois en tenant compte de ses réserves énergétiques, donc son indice de masse corporelle, mais peut-être en tenant compte aussi de la disponibilité alimentaire immédiate. Si on prend trajectoire ponderale, qu'on soit plutôt dans une trajectoire de décroissance ou de prise de poids, ça semble faire une différence. Et que ces mécanismes-là règlent la croissance fœtale en agissant sur différentes phases. Une phase, c'est la phase anabolique initiale de la grossesse. Donc cette phase où, normalement, on met en réserve au début de la grossesse pour pouvoir subvenir aux besoins de la croissance de l'enfant. Et on voit bien que quand on est maigre, on met plus en réserve. Quand on est obèse, on met moins en réserve. Donc il y a quelque chose qui lie fondamentalement ces deux choses. On voit bien aussi qu'il y a des liens par l'intermédiaire du développement de l'insulinorésistance maternelle. Et l'insulinorésistance maternelle, c'est un mécanisme fondamental pour que la mère transfère les nutriments plutôt vers son fœtus que plutôt vers sa propre mise en réserve. Donc c'est un mécanisme fondamental. On voit bien aussi que ce qui se passe tôt pendant la grossesse est très important pour le développement du placenta, par sa taille, mais également par sa fonction. Et si on se remémore ce que j'avais dit tout au début sur l'expérimentation animale, on a aussi l'impression que ce qui se passe tôt pendant la grossesse est capable, par cette programmation et cette maturation de l'axe corticotrope de l'enfant, d'influencer la durée de gestation. Donc tout ça fait qu'on a un certain nombre de mécanismes qui semblent adapter l'état nutritionnel de la mère tôt pendant la grossesse à ce qu'elle va pouvoir donner à son enfant. Alors, est-ce que ça, c'est des mécanismes de nature épigénétique? Moi, ce n'est pas nous, épidémiologistes, qui allons répondre à la question, mais il me semble qu'il y a un potentiel pour cela. Et puis surtout, est-ce que si ces mécanismes sont de nature épigénétique, si tous ces mécanismes qui permettent cette adaptation entre la mère et son enfant, ensuite, retentissent sur l'épigénome de l'enfant de façon permanentes et ont des conséquences postnatales à long terme, je pense qu'on est en droit de se poser la question. En tout cas, l'expérimentation animale a l'air de le suggérer. Et nous, épidémiologistes, on va essayer de montrer si oui ou non c'est quelque chose d'important chez l'homme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie.